Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk. Youssef Tariqi était un père de famille de 8 enfants qui habitait à Jumet à Charleroi. Il est décédé la nuit du 14 au 15 septembre dans les locaux de la police de Charleroi. Ce soir, la famille de Youssef Tariqi, le défunt Youssef Tariqi, est avec nous pour nous faire part de ses réclamations, pour parler de cette mort suspecte, pour faire la lumière sur cette affaire, parce qu'elle demande des comptes aujourd'hui et elle veut savoir ce qui s'est passé cette nuit-là dans les locaux de la police de Charleroi. Avec nous, la femme du défunt, Madame Touria Izelal. Salam alaikum, Sayyida Touria. Avec vous, on va parler en arabe tout à l'heure, mais il y a également le frère du défunt, c'est Hafid Tariqi. Salam alaikum. Alaikum salam. Et bien sûr, Mohamed Ghamoussi, vous représentez l'association Muslim Rights qui épaule la famille dans cette affaire. Salam alaikum, si Mohamed. Alaikum salam. Alors, avant peut-être de donner la parole à la famille, un petit mot, c'est Mohamed Ghamoussi. Pourquoi cette association Muslim Rights se porte au chevet de cette famille pour lui apporter le soutien dans cette affaire et pour éclaircir cette mort suspecte? Bien, alors l'association Muslim Rights, il lui arrive assez souvent d'être contacté par des familles ou par des personnes, d'accord, qui vivent un acte qu'ils jugent comme étant islamophobe. Alors nous nous rendons sur place ou alors ça se passe par téléphone. Et puis de là commence toute une procédure de Muslim Rights, à savoir soit l'accompagnement, une plainte qui peut être posée, le soutien moral quand besoin est. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes là. Et dans cette affaire, vous pensez qu'il y a vraiment peut-être des indices qui laissent croire qu'il y a un abus, qu'il y a une violence policière qui a été commise contre le défunt? Je ne sais pas, une mort délibérée Alors écoutez, on a suffisamment d'éléments pour mettre en avant l'idée qu'il y a d'un côté le fond et d'un côté la forme. Pour le fond, évidemment, nous n'étions pas là, donc la justice fera éclater la vérité et fera la lumière sur l'ensemble de cette affaire. Mais nous croyons la famille qui pense que cette mort est suspecte et qu'il est possible qu'il s'agisse d'autre chose qu'un suicide comme cela a été affirmé par les autorités. Maintenant, sur la forme, il est clair aussi qu'il y a un certain nombre d'entorses faites aux libertés, aux droits, notamment le fait le fait de déposer une plainte pose problème aujourd'hui en Belgique. Nous, en tant que musulmans de Belgium, on ne peut pas accepter. On va revenir sur ce point-ci parce que la famille voulait porter plainte et apparemment, on a la preuve parce que je voulais dire, par un enregistrement audio que la police de Charleroi a refusé d'acter la plainte de la famille. Est-ce que vous pensez que la version de la police de Charleroi n'est pas crédible quand elle parle de suicide? Alors écoutez, on ne peut émettre des suppositions dans tous les sens. Ce qui est certain, c'est qu'en moins d'une heure, on annonce un suicide, d'accord? La famille trouve cela suspect. Nous avons un certain nombre d'éléments qu'on nous a expliqués. Au niveau de la forme, il y a effectivement un problème clair dans la procédure de la police. Donc, on va parler dans les détails avec les membres de la famille de ce qui s'est passé dans cette fameuse nuit du 14 au 15 septembre. Parce que c'est vrai qu'en une heure, la police est venue chercher le défunt, la victime, M. Youssef Hafidi. Et en une heure, en moins de 2 heures, on va dire, on vous annonce que le défunt s'est suicidé dans sa cellule dans un local de la police de Charleroi. Monsieur Hafidi, vous êtes le frère du défunt. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Ce qui s'est passé, d'après ce qu'ils m'ont expliqué donc, les enfants de mon défunt frère, c'est qu'il y a eu une simple dispute conjugale, comme ça arrive dans la majorité des familles. Et suite à cette dispute conjugale, son épouse, donc Madame Zelal, a été chez une voisine pour que mon frère se calme un peu. Entre-temps, la police est arrivée sur les lieux. Ils ont trouvé la porte entrouverte. Ils sont rentrés sans demander à qui que ce soit s'ils pouvaient rentrer. Et donc, suite à cette intrusion, mon frère a demandé qu'est-ce qui se passe. Il a dit oui, on a été appelé. Et donc, maintenant, on vient voir ce qui se passe. Donc, suite à ça... Excusez-moi, le défunt a quel âge? 42 ans. 42 ans. Très bien. La police est arrivée vers quelle heure ce soir? Elle est arrivée vers 11h du soir. 11h du soir, 23h. Voilà, oui, 23h. Et donc, ils ont discuté pendant plus d'1 heure et demie. Et donc, vers 1h40 du matin, ils ont décidé de l'embarquer
Et à 2h45... Donc, à 1h40 du matin, oui. on est le 15 septembre, on est le 15 septembre lundi oui. matin. Là, donc, il décide de l'embarquer. Voilà, il décide de l'embarquer vers un local de la police de Charleroi. Donc, dans le commissariat central de Charleroi, étant donné que c'est le seul qui est ouvert à cette heure-là. Et donc, un peu plus d'une heure après, vers 2h45, donc 3h moins quart du matin, la police était déjà devant la maison pour annoncer donc, aux orphelins que leur père était décédé. Et sans aucune explication, sans donc, aucun une heure aménagement. après l'avoir embarqué vers le commissariat central de la police de Charleroi, les mêmes policiers peut-être. On ne sait pas si c'était les mêmes. D'autres policiers, policiers de Charleroi reviennent chez vous pour vous annoncer à la famille, en tout cas. Aux orphelins que leur père était décédé. Et on a expliqué à la famille comment il est décédé? Aucune explication, rien du tout, juste leur père était décédé, c'est tout. Ils sont revenus à 6h du matin. Et là, ils ont su ouvrir la porte parce qu'à ce moment-là, il n'y avait personne. Tout le monde dormait plutôt. Donc, ils n'ont pas su ouvrir. À 2h45, c'est les voisins qui témoignent comme quoi la police était là pour donc, signaler donc, le décès. Donc, oui, si j'ai bien compris, la police, à 2h45, il déclare ou il annonce le décès de Si Youssef Tariqi aux voisins de la famille. Voilà, oui, aux voisins. Parce qu'ils n'ont pas su rentrer en contact avec les membres de la famille. Non, ils n'ont pas su parce qu'à cette heure-là, les enfants dormaient et l'épouse aussi. Très bien. Donc, ils reviennent à 6h du matin. Ils reviennent à 6h du matin et là, ils annoncent donc, à ma belle-sœur que son mari est décédé donc une heure après qu'il a été arrêté. Donc. Madame Touria Zellal, vous confirmez cette version? Oui. Donc, à 6h du matin? Ils sont venus pour m'annoncer le décès. Et en bas de sortitهم avec quoi? Et ils me disent ما كنعرفوا والو هذا يجون عندكم les services qui s'occupent de ça يجوا عندكم tout de suite. Après ça, je veux personne. Donc vous demandez aux policiers quelle est la cause du décès, ils vous répondent qu'ils ne savent pas vous répondre. Ils ne savent pas me répondre. Apparemment, il y a des services qui s'occupent de ça, qui vont venir me voir. Il n'y a personne qui est venu à ce moment-là, jusqu'à qu'on a été le voir. On a été le voir seulement mercredi à 15h. Donc, il est décédé le lundi et vous n'avez pas su voir le corps? C'était interdit, on ne pouvait pas aller voir le corps. Pourquoi? On a dû appeler, il n'a pas donné d'explication, on a appelé le parquet, on a appelé donc les services aux aides aux victimes et pour voir pourquoi c'était de refus. Il fallait attendre 2 jours après? Voilà, oui. Et donc, on a reçu l'autorisation seulement... mercredi, donc ils m'ont appelé mercredi à 14h pour dire qu'on pouvait aller voir le corps donc à 15h. À l'hôpital de Charleroi? Non, pas à l'hôpital, à pompe funèbre. Oui, mais bon. Oui. Et donc, Gilet. est-ce que vous avez su, je suis désolé de vous poser des questions aussi personnelles, est-ce que vous avez pu voir le corps du défunt? Oui, on a pu voir le corps. Est-ce que vous avez remarqué s'il y a des séquelles, s'il y a des traces? Oui, il y a des hématomes au niveau du menton, il y a des hématomes au niveau de l'avant-bras, des griffes au niveau des poignets. Et le bras, en fait, il était enrobé d'un plastique pour pas qu'on voit donc les hématomes qu'il avait là. Et donc, on voyait très bien que c'était vraiment suspect. Et qui plus est, on a demandé à la personne qui travaille à la morgue, la personne même qui a été chercher mon défunt frère au commissariat pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et lui, quand il leur a posé la question sur place, quand il a été chercher mon défunt frère au commissariat, la police lui a répondu qu'il s'est suicidé avec ses chaussettes. Ah, il s'est suicidé avec ses chaussettes? Voilà, oui, avec ses chaussettes, c'est pour vous dire, ça nous a choqué encore vraiment plus. Et surtout que les traces qu'il avait au niveau du tour du cou, c'était très fin, c'était moins d'1 centimètre. C'était des traces qui faisaient entre 5 mm et 1 cm. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, la police vous a déclaré, vous a donné une version de la mort du défunt Tariq? Non, ils nous ont juste dit que c'était un suicide, mais sans aucun détail. Ils nous ont rien dit du tout. Quand est-ce qu'ils vous ont annoncé la cause du décès, que c'était un suicide? La cause du décès, c'est lundi, mardi, mercredi? C'est lundi, vers midi, j'ai été au commissariat avec les 2 enfants majeurs de mon défunt frère. D'accord. Et donc là, ils ont refusé d'acter la plainte et ils m'ont mis carrément dehors et donc avec un ton vraiment élevé. Ça, c'était le jour même du décès. Donc, lundi. Non seulement ils reconnaissent que vous vivez un drame familial exceptionnel, la mort du père de famille, et en plus, ils refusent d'acter
une plainte que vous pouvez exactement. légitimement déposer. Exactement, oui. Et dans des circonstances inhumaines, parce qu'apparemment, ils vous ont... Oui, exactement. même, Il a levé le ton. reçu de manière inhumaine. Exactement. Il a levé le ton en me disant sortez du commissariat. Et je leur dis je suis désolé, je suis dans mon droit, je demande juste d'acter une plainte. Ils m'ont dit non, sortez, allez vous arranger là-bas avec eux. Parce que ça s'est passé au commissariat de Jumet. Donc c'est le commissariat qui est tout près du domicile de... D'accord, donc vous êtes allé acter la plainte au commissariat de Jumet alors que le décès... Ça s'est passé au commissariat central de Charleroi, donc ils vous demandent d'aller les voir là-bas. On m'a dit de m'arranger avec eux là-bas. Moi je leur ai dit, moi je ne suis pas venu m'arranger. Aucune compassion de la part des policiers de Jumet? Non, pas du tout, au contraire. À l'égard de la famille? Au contraire, il a été fort agressif et il m'a mis dehors. Et donc, suite à l'insistance, j'ai appelé mon avocat. Il m'a dit non, vous avez carrément droit. Et là, j'ai ressonné donc une deuxième fois. Et donc là, c'est un monsieur tout calme qui est descendu, un policier tout calme. Et là, ils ont acté la plainte seulement du fils aîné de mon défunt frère. Mais la mienne et celle de l'autre enfant, ils n'ont pas voulu. Et vous êtes revenu une autre fois avec la femme, Madame Touria? 5 jours plus tard, on a été une deuxième fois. Mais ça, là, on va entendre, on a un enregistrement audio. Voilà, oui. Et ça, vous étiez au commissariat central de Charleroi. Ça s'est passé, au fait. Oui. On va écouter tout à l'heure l'enregistrement audio, parce qu'apparemment, vous avez enregistré cette fois-ci. Oui, parce que la première fois, j'ai été agressé verbalement. Donc, vous vouliez garder un témoignage, une preuve. Voilà, exactement, comme j'avais été agressé verbalement la première fois, donc je voulais que tout le monde sache. On va entendre que le policier aussi à Charleroi n'est pas du tout sympa, n'est pas du tout... Non, c'est vrai, il était fort... agressif, voilà, on va agressif dire, pour rester poli. Voilà, il levait le ton... Très bien. Monsieur Ramoussi, vous écoutez ce témoignage au fur et à mesure. Je vais revenir vers vous tout à l'heure, peut-être pour soulever ce comportement de la police, cette version de la police, cette rapidité avec laquelle on constate un décès qui est suspect, qui est contesté par la famille. Mais on va peut-être terminer dans l'ordre chronologique un peu les jours qui ont suivi ce décès. Comment vous avez vécu? Je voudrais, avant d'en arriver là, c'est que l'affaire a été bâclée dès le début, parce que dès que mon défunt frère est décédé, le parquet n'est pas descendu sur les lieux du décès. Ils ont appelé les pompes funèbres directement, ils l'ont embarqué comme si c'était un animal. Et normalement, le parquet devait descendre sur les lieux et constater, et le médecin légiste aussi. Et là, ça n'a pas été le cas. Le médecin légiste a été sur place seulement le 3e jour et aux pompes funèbres, donc pas à l'endroit où il est décédé. Donc 3 jours après, et suite à la pression famille qui était derrière, ou sinon... D'accord. Et le parquet n'a pas entendu les policiers qui ont emmené votre... En tout cas, pas ce jour-là. Pas ce jour-là. En tout cas, pas ce jour-là. Peut-être après, quand le dossier a été transmis au juge, le 3e jour, donc mercredi matin, c'est là suite à votre plainte. Voilà, suite. D'abord, un petit mot, c'est Ramoussi. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez ce genre de... Écoutez, moi, ce que j'en pense, pour vous dire le fond de ma pensée, c'est que le problème aujourd'hui de l'islamophobie, c'est autant il y a une islamophobie rampante, c'est-à-dire des citoyens lambda, mais le plus navrant aujourd'hui en Belgique, c'est lorsque on use et abuse d'un pouvoir. Parce qu'on est enseignant, ou bien parce qu'on est policier, ou bien parce qu'on est guichetier dans une poste ou dans un service communal. Eh bien, quand on a un certain pouvoir, eh bien, parfois on a tendance à abuser de ce droit. Est-ce que vous pensez que l'origine arabo-musulmane du défunt était pour quelque chose dans ce qui s'est passé? Écoutez, puisque vous qualifiez ça d'acte islamophobe. Écoutez, c'est récurrent de recevoir des témoignages, même de policiers eux-mêmes, qui dans le service de police se sentent discriminés et vivent une certaine ségrégation, une certaine mise à l'écart entre policiers. Donc eux-mêmes nous le disent, parfois nous avons certains témoignages. Donc une personne qui souhaite bénéficier du service de police soit discriminée, c'est pas nouveau. La bavure, dans certains cas, est à inclure dans le champ de l'islamophobie ou de la haine du musulman ou de la personne arabo-musulmane, bien entendu. Donc, nous, en ce qui nous concerne, c'est que nous voyons effectivement qu'il y a une recrudescence de violence, ça continue, et le fond vraiment à plus grande échelle, c'est vraiment de se dire, à partir du moment où on banalise l'islamophobie, comme dans ce cas-ci... On peut arriver à ce genre de cas, c'est ça ce que vous voulez dire. C'est le problème. Si Hafidi, je vais revenir tout à l'heure à Madame Touria. Quand est-ce que vous avez déposé, ou vous êtes allé avec Madame Touria Zellal déposer la deuxième plainte? Samedi, donc une semaine plus ou moins, 5 jours après. On va entendre un peu ce qui s'est passé. Je rappelle que c'est votre enregistrement. Oui, bien sûr. Vous vouliez garder une preuve, c'est ça? Oui, parce que la première fois, le premier jour, on a été agressés, mis dehors comme des malpropres. Et donc, cette fois-ci, je voulais prendre un enregistrement.
Et donc, je me suis présenté avec la veuve, bien sûr, pour qu'elle Donc, fasse... vous voulez porter partie civile? Voilà, oui, exactement. Je voulais me partie civile. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait via mon avocat, étant donné que j'ai toujours pas eu accès... Donc, si vous permettez, on va d'abord écouter l'enregistrement et on continuera après cette interview. En charge du dossier, c'est pris par une unité extérieure. Oui, bien sûr, c'est tout à fait logique, mais on vient juste déposer plainte. Déposer plainte de quoi? Comme quoi son mari est décédé, donc dans vos locaux. Ah ben ouais, mais... Oui. On vient juste pour avoir un acte de plainte. Vous n'en aurez pas ici, l'acte de plainte. Parce que le dossier est déjà en charge. Il y a déjà un dossier qui est ouvert. Oui, bien sûr. Moi, je dois porter plainte. Mais non, donc vous ne comprenez pas. Écoutez, il y a un dossier qui est ouvert. Il n'y a pas de plainte à donner. Le dossier est déjà ouvert. C'est déjà fait. Oui, mais elle doit se porter partie civile. Pour ça, il faut une plainte. Ne vous écoutez pas. Oui, je vous écoute, monsieur. Plainte, il y a déjà plainte. Il y a déjà plainte. Mais pas de madame. Je n'ai pas porté plainte, moi. Mais ça ne veut rien dire, madame. Nous autres, on a ouvert d'office. Oui, mais est-ce que moi, le jour que mon mari, vous avez pris mon mari de la maison, est-ce que moi j'ai porté plainte? Madame. Pourquoi mon mari, il est venu ici? C'est déjà une chose. Madame, on écoute. vous n'écoutez pas, vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Tout ce qui se passe, je ne sais pas comment je vais faire. Écoutez. Écoutez, Mais on demande... Il faut comprendre. On ne demande pas grand-chose, juste d'acter la plainte de madame, oui. Et vous êtes tous les deux têtus? Non, pas du tout, mais j'ai compris ce que vous voulez dire. Mon mari, il est tué ici et je ne serai pas têtu. Mais vous êtes têtu? Non, pas du Je suis tout. pas Mais têtu. si, Pas du tout. écoutez bien, vous fermez ici une oreille et écoutez bien ce que je vous dis. La plainte a déjà été ouverte. Le dossier, il est en cours. Oui, on a c'est compris. déjà fait. On a compris, ça se fait Ça, on a compris. d'office. Oui, on a compris. C'est pas D'accord? d'office déjà, c'est pas Mais d'office. si, ça se fait d'office. Monsieur, Écoutez, moi, On va arrêter là parce que c'est extraordinaire. Hein, c'est les victimes qui doivent calmer le policier, c'est vraiment le monde incroyable. Aucun respect pour les victimes. Donc, c'est Ramoussi, donc je ne sais pas, vous militez dans cette association, j'imagine que pour tout un être humain, même s'il n'est pas militant des droits de l'homme, donc voir une famille des victimes, en l'occurrence madame, qui vient déposer plainte, imaginons à tort ou à raison, mais son mari est décédé dans ce commissariat, et on entend le comportement du policier qui est un comportement inqualifiable, inhumain, sans compassion, sans respect pour les victimes. Comment expliquez-vous ce comportement de la police de Charleroi? Moi, je pense que ça va plus loin que la police de Charleroi. C'est-à-dire que, malheureusement, depuis plus de 50 ans, eh bien, nous avons un certain nombre de personnes, un certain nombre de femmes très nobles et très dignes, comme notre chère madame ici, qui sont des mères de famille, qui ont plusieurs enfants, et qu'on a l'habitude de voir raser les murs, de ne pas répondre, et devant lesquels on se permet beaucoup de choses. Et donc, ce qui est certain, c'est que Muslim White Belgium œuvre pour des gens comme ça. Pourquoi? Parce que c'est presque maternel, le fait de voir une femme qui ne peut répondre, et puis qu'on se permet de l'incriminer, de presque l'insulter, c'est presque insultant, je pense, hein, pour une veuve, une nouvellement veuve, à qui on dit, en gros, vous comprenez rien à rien, et on veut que vous sortiez de ce commissariat. Rentrez chez vous, ça y est, tout est fait. C'est limite, je ne sais pas, c'est comme s'il cache quelque... En tout cas, c'est ce que je comprends. Ah oui. C'est comme s'il cache quelque chose, ou bien ils ne veulent pas que vous sachiez, ou bien ils ne veulent pas que les choses... Je ne sais pas, que vous donniez suite à quelque chose. Ben alors, les policiers se serrent les coudes. Donc je pense que dans un commissariat comme celui-là, pour une affaire de cette ampleur-là, parce que ce n'est pas une affaire anodine, il n'y a pas des suicides tous les jours comme ils le prétendent, et ni des meurtres d'ailleurs. Donc de ce point de vue-là, il y a effectivement une certaine solidarité entre policiers, de la même manière qu'il y a une solidarité entre journalistes, de la même manière qu'il y a une solidarité dans le corps enseignant. C'est toujours comme corporation défense, donc les gens de la même corporation qui se serrent les coudes. Et notamment quand c'est très proche. Là-bas, effectivement, là, c'est juste... Juste une parenthèse par rapport au suicide dans les locaux de la police, ou quand il y a un contact entre une personne d'origine étrangère et la police. Moi, je rappelle que la dernière fois, j'ai fait aussi une émission avec le papa du jeune Souleyman, qui est décédé dans des circonstances aussi suspectes que celles de Hafid Youssef, dont on parle ce soir. Et le jeune Souleyman, qui avait 14 ans à l'époque, a été contrôlé brutalement par des policiers dans des circonstances exceptionnelles dans la station métro d'Ossegem. Et donc, à l'époque même, la police de Molenbeek déclarait qu'il s'agissait d'un suicide. Donc, moi, je suis étonné de savoir qu'à chaque fois qu'il y a un décès qui implique, un décès d'une personne d'origine étrangère qui implique la police
belge, on essaie toujours de nous présenter ça comme étant un suicide. C'est quand même exceptionnel. Des personnes qui ne sont pas dépressives, des personnes qui n'ont pas de problème, des écoliers comme le jeune Soleiman. Ici, un père de famille avec des enfants qui sont très bien scolarisés. Je crois que l'un de ses fils va dans une des meilleures écoles dans la région là où ils sont. Donc je pense que parfois on nous fait passer les choses pour étant des décès, comme étant des suicides, alors qu'il est possible. Donc c'est une très bonne défense. Donc on déclare la victime. Il faut quand même noter que parmi les faits accablants, c'est l'idée que dans tous les cachots, alors que normalement chaque cachot est muni d'une caméra, et bien comme par hasard, ce cachot-là n'avait pas de caméra. Madame Toulia, qu'est-ce que vous pensez maintenant que vous vivez, comment vous vivez ce drame familial? Je rappelle que vous avez 8 enfants. 8 enfants. Et هو كان عندنا tout pour nous. Il faisait tout pour nous. Franchement, nous احنا ما كنا نديروا والو. هو كل شيء عمل لنا. وخلاو لي واحد un grand vide في الدار. Même malgré les enfants, mais vraiment un grand vide de l'intérieur que j'arrive pas à croire jusqu'à maintenant. J'arrive pas à croire. Et j'aimerais bien que mon mari, on l'amène, qu'on l'enterre. Mon mari, il est encore dans les pompes funèbres. Oui. Ça, j'aimerais bien le faire. فهذا الشيء اللي وقع شنو كتحسي بالحقره ولا الحقره عاش انا راجل ديالي عمري ما وقع لي معاه المشاكل مع البوليس ولا جاو بور نو كان rien jamais quelque chose دائما نتفاهمين il était vraiment très gentil avec ses enfants avec moi et avec les gens il était très gentil je vois pas j'arrive pas à croire j'arrive pas franchement. ما فهمتيش كيفاش في الساعه داوه مع الدواء وساعه من بعد جا قال لك راه انتحر. واش انت في نظرك votre mari avait des comportements qui pouvaient laisser croire qu'il allait se suicider un jour? Jamais مسكين, jamais il avait moi j'ai 8 enfants, il voulait même prendre une garde, une fille de ma sœur qui est décédée il y a 2 mois. Il voulait prendre la garde, l'adopter. Elle était avec nous depuis que ma sœur elle est morte. Elle est avec nous. Donc lui, pour ça, elle était vraiment sincère. Il voulait tout faire pour garder la fille. C'est quelqu'un qui voulait vivre comme tout le monde, pour sa famille, ses enfants. Oui. Il a acheté même le moto de l'Aïd. Celui-là qui va se suicider, il ne va jamais acheter un moto et يمشي. وانا كاع ملي خرج مع les polices, انا je l'ai vu de la fenêtre de ma voisine. Donc je l'ai vu sortir sans aucun problème, pas de... C'est ça que je voulais vous dire, c'est Hafidi, vous êtes le frère, donc est-ce que vous avez, je ne sais pas, des échos, des témoignages d'autres personnes que les policiers de Charleroi? Oui, j'ai un témoignage d'un médecin privé. À ma demande, il a examiné le corps de mon défunt frère. Ah, ça c'est intéressant. Donc, oui. Vous avez fait appel à un médecin privé? Voilà, oui, donc pour examiner le corps, pour constater les traces, pour voir s'il suit la thèse des policiers, donc le suicide. Et lui, donc, il écrit dans son rapport noir sur blanc, comme quoi c'est suspect. Et dans l'hypothèse où le médecin légiste irait dans le sens des policiers que c'est un suicide, il demande dans son rapport qu'il y a une contre-expertise qui soit demandée. Et donc pour lui, il indique tout ce qu'il a constaté. Donc il est resté 1 heure avec lui Il a examiné le corps pendant 1 heure. Oui, pendant 1 heure. Donc il a conclu que... Voilà, il a conclu que pour lui que c'était suspect. Et qu'il y avait des actes de violence sur le corps, oui, voilà, donc il a autre que sur le cou. Oui, il a constaté plusieurs hématomes dans le corps et les traces qui est donc autour du cou ne correspondent pas à un suicide. Pour lui, c'est impossible que des traces comme ça a été fait par un suicide. Et surtout pas avec des chaussettes. Est-ce que le médecin légiste a fait son rapport? Il l'a fait, mais apparemment, ça n'a toujours pas été rendu au juge. Encore hier, j'étais en contact avec mon avocat. Et le juge n'a toujours pas reçu le rapport, étant donné que mon avocat m'a expliqué que le rapport, c'était un rapport très détaillé, étant donné que c'est un cas bien spécifique. Donc là, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par là. Si c'est un rapport qui va impliquer la police, ou alors ils vont tout faire pour faire passer ça pour... Donc vous avez peur que... Voilà, je ne sais pas qui, qu'on fasse tout pour étouffer l'affaire. Voilà, oui, c'est ça qu'on a peur. C'est pour ça que j'ai pris le devant et que j'ai fait venir un médecin privé pour constater donc... les traces sur mon défunt frère. Donc. Madame Toulia, vous êtes l'épouse du défunt, vous voulez juste connaître la vérité, vous voulez qu'on fasse justice. Oui. Et pour l'instant, est-ce que vous avez confiance dans la police de Charleroi? Ah, j'ai plus confiance. Pourquoi? Même mes enfants, maintenant, ils ont pas confiance. Ils ont dit comment on va faire vivre ici à Charleroi avec ça. Moi-même, quand j'ai été porté plainte,
j'avais peur qu'il me fasse la même chose. C'est pour ça que vous voyez dans la vidéo, j'étais tout calme parce que si j'aurais levé le ton comme lui, il m'aurait mis aussi dans le cachot et j'aurais peut-être eu le même sort que mon frère. Vous voyez, quand je parle, j'étais vraiment calme parce que j'ose pas prendre le risque de me retrouver donc dans un cachot. Donc vous êtes victime, oui. Un membre de votre famille est décédé dans les locaux de la police, vous voulez juste déposer plainte pour savoir la vérité, voilà, et on vous traite comme des moins que rien. Voilà, comme des suspects, comme des criminels, oui. à la limite. Ben oui, presque. Ouais. Est-ce que vous avez confiance quand on parle, quand on entend parler certains qui nous reprochent de ne pas être très bien intégrés dans cette société? Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison? Est-ce que vous pensez que ce qui vous arrive, c'est parce que peut-être que vous n'êtes pas bien intégré, vous ne connaissez pas les codes de la société? Ah non, pas du tout. Je ne vois pas pourquoi, dans ce contexte-là, on ne connaîtrait pas le code. On a été aussi poli et d'ailleurs, la vidéo le prouve bien. On est resté aussi calme et aussi poli malgré les circonstances. Est-ce que je vais reformuler ma question. Oui. Est-ce que c'est le comportement de la police que vous attendiez à votre égard en tant que citoyen de ce pays? Ah non, surtout pas dans cette situation-là. Je pensais qu'on allait être considérés comme des victimes. Et là, ça a été l'inverse. On a été considérés comme presque des voyous ou des délinquants. On a été considérés vraiment... rien à voir avec les citoyens. Oui, M. Gammoussi. Les gens ne se rendent pas compte. Tant le service de police que d'autres services, que le gouvernement ne se rendent pas... J'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte que l'islamophobie aujourd'hui, la façon dont on traite une certaine partie de la population, mais c'est grave, à force d'islamophobie, on génère une rupture dans la société, et puis d'autres le vivent très mal, et puis on s'étonne après qu'on ait des dérives, des déviances, des jeunes qui en ont vraiment marre, et puis qui opèrent une véritable rupture avec la société, puis il y en a qui partent en Syrie, et puis il y en a qui partent là-bas par exemple, et puis ça génère encore une fois de l'islamophobie ici. Oui, mais ça ne légitime pas qu'ils partent en Syrie, mais bon, ça ce n'est pas le débat. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que nous vivons avec l'islamophobie une véritable spirale infernale entre des islamophobes qui vont vers la rupture et puis des musulmans qui le prennent mal et puis vont aussi vers la rupture, et puis nous sommes dans une spirale sans fin et qui ne dit pas son nom. Sans qualifier ce qui s'est passé d'acte islamophobe, mais vous pensez, vous, à Muslims Rise, peut-être que cette ambiance générale d'islamophobie génère ce genre de situation? Ça mine la cohésion sociale. Et ce n'est que le début, parce qu'il semblerait, je pense que celui qui n'a pas compris que les musulmans et toutes les communautés ont des défis majeurs à relever pour notre avenir, eh bien c'est là que ça commence, c'est maintenant que ça commence. Et si jamais on n'est pas capable aujourd'hui simplement de respecter une personne qui veut jouir de son droit civil constitutionnel, à savoir porter plainte, une veuve qui porte plainte parce que son mari est décédé dans des conditions suspectes, si on n'est pas capable de faire ça, on est vraiment mal barré. Là, on entendait comment le policier c'est de l'insécurité. Oui, c'est un rejet. C'est Hafidi, donc pendant cette semaine du lundi 15 au samedi, le jour où vous êtes allé déposer cette plainte, donc on a dit le corps est toujours... Oui, au fait, le corps, il est libéré. Au fait, il ne demande pas mieux. J'ai la pression presque tous les jours pour aller l'enterrer. Des pompes funèbres pour donc l'envoyer pour l'enterrer. Et donc, j'ai une pression... Mais vous ne voulez pas, nous, on veut pas lever le corps? Pourquoi? On ne veut pas lever le corps, tout simplement parce qu'on ne sait pas, le médecin légiste, s'il va dire la vérité ou s'il va couvrir le crime. Et donc, on attend le rapport du médecin légiste avant de prendre la décision d'enterrer notre défunt frère. Et donc, maintenant, le corps est bloqué à cause de ce rapport, en fait. Moi, je vous félicite pour cette conscience civique que vous avez, parce que c'est peut-être... c'est nouveau ça, M. Ramoussi, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, on avait l'habitude des parents... Qui se taisaient, qui essayaient de vivre leur citoyenneté ici en Belgique de manière paisible, à la limite discrètement, pour ne pas attirer l'attention, pour ne pas créer des problèmes. Et c'est pour ça que peut-être certains de ces policiers ou de ces agents d'autorité ont eu cette habitude peut-être d'abuser de ces gens, de les traiter comme moins que rien, alors qu'aujourd'hui on a une famille, on a des gens qui veulent connaître la vérité et vous exercez vos droits tout simplement. Oui, tout simplement. Donc on ne demande rien d'autre que la vérité et j'espère que la vérité sera divulguée un jour. Et donc, selon votre avocat, maintenant, quelle est la procédure que vous allez maintenant, pour l'instant, l'avocat, il ne peut pas bouger tant qu'il n'a pas le résultat du rapport du médecin légiste. Et donc, dès qu'il aura en possession ce rapport, à ce moment-là, en fonction de ce qui est mis dans le rapport,
il va donc à agir en fonction du résultat. Est-ce que vous avez été reçu par le juge d'instruction? Pas encore, non. Pas On encore. n'a reçu par personne. Donc il n'y a aucun soutien? Aucun soutien de personne. Non, pas du tout. À part de la part Oui, de, on a eu des soutiens, heureusement, oui, de heureusement. l'association. Et sinon, Très bien. Non. rien de Et après, quelqu'un qui a pas non, je vous comprends. Et après, on reproche à certains membres de la communauté de vivre dans le communautarisme, d'être repliés sur eux-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez? On abandonne certains membres de nos concitoyens, après on leur reproche de se replier sur eux-mêmes. C'est quand même incroyable. Le problème ici, c'est que, vous savez, on dit souvent que les associations, notamment communautaires, ne servent à rien. Bien souvent, on dit ça lorsqu'on voit tout ce qui se passe aujourd'hui. En réalité, il y a des associations qui servent à quelque chose. Et la preuve, c'est que nous, on a été contactés. Le soir même, nous étions au sein de la famille. Et depuis ce jour-là, eh bien, on travaille pour faire en sorte que ça fasse du bruit. La famille, qu'est-ce qu'elle souhaite? Pourquoi est-ce qu'elle est sur votre plateau aujourd'hui? Parce qu'on en a parlé avant. Ce qu'elle souhaite, c'est clairement que l'on sache qu'aujourd'hui, dans ce pays, il est possible d'entrer dans un cachot et de ne pas en ressortir vivant. D'accord? Qu'il est possible dans ce pays d'aller porter plainte et qu'on ne prenne pas votre plainte. Alors, est-ce qu'il y a des soubassements idéologiques islamophobes là-dessous? C'est possible, bien entendu. Mais on ne réinvente pas la roue. À partir du moment où on a l'habitude dans ce pays de voir des gens qui usent et abusent de leur autorité, eh bien, on est en droit de se demander ce qui se passe. Alors, que des familles aient le courage aujourd'hui de se lever pour revendiquer leurs droits, je pense qu'il faut saluer ça, et ils ont fait ça très bien jusqu'à présent, et je pense vraiment que ça ne peut être que salutaire pour eux, mais qu'ils font ça pas uniquement pour eux, mais aussi pour l'ensemble de la communauté qui est diverse. Hein. Le mot communauté musulmane, c'est un grand mot, il n'y a pas de cerveau. Et même pour les autres personnes, même pas, bien entendu. Non, pas musulmans du tout, quoi. Pour tout le monde. Ah oui, pour tout on a le encore monde. des enfants qui vont grandir. D'accord. Vous êtes d'origine marocaine, Madame Tulien? Est-ce que les autorités consulaires ou diplomatiques marocaines vous ont contacté, un soutien quelconque? Au fait, moi j'ai été contacté au fait, par le vice-consul, et on a un rendez-vous vendredi à 9h du matin, donc chez le consul. De Liège, de Bruxelles? De Liège, étant donné que Charleroi fait parler, oui. D'accord. Et donc vendredi, on a donc... D'accord. Vous nous direz par après oui, ce qui s'est passé pour nous tenir informés. Dernier mot, Madame Touria Zellal, vous êtes l'épouse du défunt Youssef Tariqi. Je ne sais pas, شي كلمة أخيرة شنو كتسناي؟ كنتسنى الحق يظهر، حق الراجل ديالي يظهر، حيت هو الا كان مطاعتي غادي يعمل لي لا ميم شوز، ما عاد يخليش حقه يمشي له، هو سيتي ان نوم كم سا. وانا ما بغيش الحق ديالو يضيع له، خصني نتسنى تيظهر له حقه. وانا شوي سيغ اي سيغتان كو مون ماري فا جامي سويسيدي، عمره ما يجي له فرص يسويسيد، جامي. Ça. C'est Hafidi, donc vous continuez à croire qu'en moins d'une heure, on peut... Vous n'arrivez pas encore à croire qu'en moins d'une heure, votre frère a été embarqué à la police et il s'est suicidé? Oui, c'est impossible. De Jumet à Charleroi, il faut compter 10 minutes. Le temps qu'il rentre dans le commissariat, il faut compter 5 minutes. Le temps qu'on le met dans le cachot, encore 5 minutes. Le temps qu'il se suicide, on ne sait pas combien de temps, soi-disant, ça a pris. Le temps qu'ils constatent le suicide, on ne sait pas combien de temps ça a pris. Le temps qu'ils appellent le médecin, la pompe funèbre pour venir le prendre, on ne sait pas encore combien de temps ça a pris. Et le temps que la police est revenue sur le lieu du domicile de mon défunt frère, ça a encore pris 10 minutes. Donc si on additionne tout ce temps-là, c'est impossible de le faire en une heure. Voilà, c'est impossible. Peut-être que la police de Charleroi est efficace. Oui, ben alors, je sais pas, moi, c'est super efficace, mais en tout cas, j'ai jamais entendu dire que la police de Charleroi est efficace. Au contraire, ils ont une mauvaise réputation, donc je sais pas comment, dans ce cas-là, ils auraient été super efficaces. Est-ce que, Mohamed Ramoussi, est-ce qu'il y a une, je sais pas, comme vient de le signaler Sahafidi, est-ce qu'il y a une réputation qui colle à la police de Charleroi? Est-ce qu'ils, je sais pas, ils sont plus violents que la moyenne? Alors nous, on n'a pas eu de cas par rapport à la police de Charleroi à proprement parler, mais il est récurrent qu'à la police de Charleroi, comme dans d'autres polices, évidemment, lorsqu'on a des petites gens qui viennent, et en plus celles qui s'expriment pas très bien, comme madame ici, qui s'exprime un peu en arabe, un peu en français, eh bien on se permet parfois d'user de violence lorsqu'on ne va pas dans notre sens. J'ai quand même à rappeler qu'il y a des études qui sont faites quant au complexe de supériorité, d'accord, et ce n'est pas l'apanage d'une seule communauté, d'accord, tout le monde est potentiellement dans cette logique de complexe de supériorité. Il arrive bien souvent, malheureusement, qu'on se sente supérieur par rapport à des personnes et qu'on adopte un
un comportement méprisant. Ici, nous sommes, je pense que madame a parlé de mépris tout à l'heure, nous sommes dans une logique de mépris et c'est ça qui font dénoncer. Très bien, je vous remercie. Je tiens à remercier Mohamed Ramoussi au nom de Muslim Rights. Peut-être on aura l'occasion une autre fois dans une autre émission de plus parler de votre association, de votre engagement auprès de la communauté. Je vous remercie, c'est Hafid Tariqi, Madame Touria Ezela. Je sais que c'est pas évident, c'est pas facile pour vous de venir témoigner ce soir, mais je vous félicite pour votre courage. C'est une leçon de civisme que vous donnez à tout le monde et c'est aussi bénéfique pour les autres. Il y a peut-être d'autres victimes qui n'osent pas parler, qui n'osent pas affronter les médias, qui n'osent pas demander la vérité et votre rôle est salutaire. Encore une fois, et nous espérons, tenez-nous informés, on reviendra peut-être pour donner suite à cette affaire, pour informer nos téléspectatrices et téléspectateurs. Quant à moi, c'est Sayyidati wa Sadati, أقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج تيجيني توك. مع السلامة.